Bonsoir. La montée des antivaleurs au milieu des jeunes inquiète plus d'un. En premier, les hommes politiques, parmi lesquels juste Bernardin Gavé, qui est à la tête de l'organisation des jeunes du PCT, la force montante congolaise. Nous le recevons ce soir. Avec lui, nous allons passer en revue les questions d'actualité. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ngolali. Il paraît que être jeune et à la tête d'un mouvement de jeunes, ce n'est pas facile. C'est ce que vous vivez depuis que vous êtes là? Bon, mais les responsabilités ne dépendent pas seulement de la jeunesse, hein. C'est simplement dire que lorsqu'on est à la tête d'une organisation aussi grande que la Force montante congolaise, eh ben, c'est une responsabilité énorme et nous essayons de faire avec parce que c'est notre mission Ce quotidienne. n'est pas toujours facile avec les humeurs, avec ce que nous constatons les derniers temps, un peu de mécontentement au sein de votre mouvement. Est-ce que vous vivez ce que votre parti vit aujourd'hui, les divisions au sein de la Force montante congolaise? Non, non, nous ne vivons aucune division au sein de la Force montante congolaise. Ce qu'il faut dire, c'est que dans une dynamique de groupe, il y a toujours des comportements humains qu'il faudrait dissocier, sinon, pour ne pas dire séparer, des relations professionnelles qui sont les relations de travail. Nous disons qu'en ce qui concerne les relations de travail, au niveau de la Force montante congolaise, nous travaillons toujours dans le même esprit que nous avons eu au départ, et donc le tout se passe au mieux. Bon, maintenant, au-delà, chacun de nous vient d'un horizon avec une éducation, et ça fait que la rencontre des individus, ça génère toujours quelques petits chocs, mais tout ça, ça fait partie de l'ambiance d'un groupe. Et donc, nous disons que la Force montante congolaise se porte bien. Mais on constate qu'il y a un mouvement, peut-être l'envie de déstabiliser la force montante congolaise, puisque nous le constatons à travers des organisations qui naissent, qui sont créées par certains membres du Parti congolais du travail. Je parlerai de Madame Arlette Soudonono qui a créé le cercle de réflexion à Athéna en prenant quelques jeunes de la force montante congolaise. Récemment, nous constatons sur le terrain la présence de l'un de vos collaborateurs, Donald Bobola, si je ne me trompe pas, et qui, avec Igor Cameron, ont créé un mouvement dit du changement intégral, mouvement des jeunes pour le changement intégral. Et ce n'est pas une façon là déjà de faire éclater la force montante congolaise? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il ne s'agit en rien de l'éclatement de la force montante congolaise. Vous avez parlé de Madame Arlette Soudonono, la camarade membre du bureau politique. Et heureusement déjà que dans votre propos introductif, vous avez dit qu'il s'agissait d'un cercle de réflexion. Et tous ici, nous savons qu'un cercle de réflexion, il est apolitique. Et donc à partir de ce moment-là, vous voyez qu'il n'y a aucune intention derrière cette initiative que la camarade Soudonono a eue d'organiser les jeunes, de les pousser à la réflexion sur les questions qui touchent à la vie de la nation. Pour ce qui est du mouvement des jeunes pour le changement intégral, là aussi nous disons que ce n'est pas déjà en soi un mouvement politique. Il s'agit simplement d'une dynamique citoyenne qui a été lancée pour poursuivre ce travail de sensibilisation qui est le nôtre à tout point de vue, pour conscientiser, sensibiliser les jeunes en ce qui concerne la lutte contre les antivaleurs, etc. Et donc, vous voyez qu'il s'agit ici simplement d'une dynamique qui a été lancée, une dynamique apolitique. Et dans nos textes, il n'y a aucune disposition qui puisse interdire des camarades de pouvoir organiser des activités à but non politique. Vous parlez de la dynamique et de la redynamisation aussi. Nous savons que depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière, vous avez lancé la campagne de structuration de la FMC à travers tout le Congo. Le dernier département à visiter, à être structuré, c'était la Songa. Alors, quelle est la suite? Comment ça se passe maintenant? Nous avons à notre actif aujourd'hui 5 départements déjà de structurés, notamment les départements de la Lékoumou, du Kouilou, Point-Noir, le département de Brazzaville et tout récemment, vous venez de le dire, le département de la Sangha. Donc, vous voyez là que c'est un processus que nous sommes en train de mener et nous avons en perspective d'aller dans d'autres départements tels que la Bouenza, les Plateaux, le Poul, le Niari, la Likwala et puis les 2 cuvettes. Donc c'est un processus, c'est un programme que nous avons établi, mais nous disons qu'au stade actuel, si on constate un petit peu que ça a pris un peu du retard, c'est simplement parce que au fur et à mesure également que vous avancez dans une action, il faut évaluer pour pouvoir déceler les forces et les faiblesses de ce que vous avez fait et améliorer aux échéances futures. Et donc c'est un peu ce travail que nous sommes en train de nous atteler actuellement, donc faire l'évaluation de ce que nous avons fait,
voir ce qu'il y a à corriger pour les prochaines échéances avant de repartir sur le terrain. Mais nous disons que la dynamique a été lancée, le processus a été amorcé et nous allons l'achever dans les jours qui viennent. Mais qu'est-ce que, quand vous dites, vous examinez, vous évaluez le travail fait, qu'est-ce que vous avez constaté de mal? On ne va pas aller plus loin, restons en 2014 avec la Songa. Vous avez passé plus d'une semaine dans ce département, vous avez fait tous les districts de la Songa. Qu'est-ce que vous avez constaté de mal qui aujourd'hui vous fait arrêter un moment pour là, une réflexion, une évaluation? Non, pas dire que nous avons constaté quelque chose de mal. Mais notre ambition, c'est de pouvoir améliorer encore et encore chaque fois que nous faisons. Il arrive parfois que nous structurons et que les structures mises en place attendent 1-2 mois avant d'être opérationnelles, disant que ça ne renforce pas la dynamique. Et donc à partir de ce moment-là, nous réfléchissons à faire en sorte que, aussitôt structurées, que demain, ces structures soient totalement opérationnelles. Et donc à partir de ce moment-là, il faut une bonne préparation, de sorte qu'une fois que vous avez mis le bureau en place et qu'au lendemain de cette mise en place, que le bureau soit déjà opérationnel. Alors, parlons maintenant du débat actuel, avant de parler des jeunes. Nous reparlons toujours des jeunes. Alors, nous savons que votre parti, le PCT, a opté pour le changement de cette constitution. Certainement, c'est la position, le point de vue de la force montante congolaise. Le constat que nous faisons, le débat est toujours ouvert. Les partis politiques naissent tous les jours comme des champignons pour dire oui comme pour dire non. Alors, au niveau de la force montante, avez-vous déjà réfléchi à l'issue de ce débat? Comment allez-vous trancher, vous qui êtes de la majorité, ou encore que pensez-vous, comment arrêter ce débat? Est-ce qu'il faut un dialogue, un référendum dans quelques mois, dans quelques jours, ou mobiliser de votre côté les jeunes pour dire nous voulons le changement, et de l'autre côté mobiliser les jeunes pour dire non? Une sorte de force en fait. Un débat aussi important que le débat sur la Constitution, que je qualifie beaucoup plus comme étant un débat sur l'avenir institutionnel du pays, n'est pas un débat où on devait organiser les fronts pour être dans une opposition farouche. Nous disons que c'est un débat démocratique. Chacun de nous est libre de prendre position en fonction de ses aspirations, en fonction de ses souhaits, en fonction également de la lecture qu'il fait de la vie politique ou encore de la marche de notre État. Mais qu'à cela ne tienne, ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que dans un pays comme le nôtre, le pouvoir souverain appartient au peuple. C'est le peuple qui détient ce que les constitutionnalistes parfois appellent le pouvoir constituant originaire. Et donc on ne peut pas priver, n'est-ce pas, ce peuple de sa capacité à pouvoir déterminer ou encore se décider en ce qui concerne son avenir. Il ne s'agira pas pour nous de dire que c'est nous qui allons arrêter le débat, parce que nous ne sommes pas une institution d'État, nous ne sommes pas les pouvoirs publics. En fait, nous sommes un parti politique, une dynamique des partis politiques. Nous sommes un groupement des partis politiques qui a choisi d'aller vers le changement pour un certain nombre de raisons qui sont tout à fait objectives. Maintenant, en face, s'il y a d'autres qui pensent que ce n'est pas l'option qui devait être prise, mais à la fin, nous disons simplement que le dernier mot, lui, il revient au peuple souverain parce que la souveraineté appartient au peuple. On va parler encore du PCT. Au sein de votre parti, il y a eu un débat, on pourrait dire un débat franc sur cette problématique, où les points de vue étaient plus ou moins divergents. Il y a eu quelques membres au sein du bureau politique qui, au sein de cette plateforme, on pourrait dire, qui se sont opposés au changement. Est-ce que, à votre niveau, au sein de la force montante congolaise, il y a eu aussi un débat de ce genre, un débat franc? Est-ce qu'il y a eu des points de vue divergents? Il y a des jeunes au sein de la force montante congolaise qui se sont opposés à ce changement de la Constitution du 20 janvier 2002? Naturellement, monsieur Ngolali, quand vous avez un débat d'une importance comme celui-là, celui qui concerne la Constitution, il est bien évidemment naturel aussi qu'il y ait des points de vue parfois qui puissent être divergents à certains niveaux. Mais au stade actuel, je pense que ce qui a été l'esprit de la force montante congolaise, ce qui a été le contenu, sinon la position de la force montante congolaise, n'a plus d'importance. Ce qu'a été la contribution de la force montante congolaise à ce débat n'a plus d'importance parce que nous estimons que ça fait partie du débat interne, de la démocratie interne au parti.
Et dès lors que le parti a pris position, à l'issue des consultations à la base, parce que vous avez vu qu'il y a eu des consultations à la base au niveau des comités des districts, des fédérations, et au niveau de toutes les structures, si on peut dire, du parti, il y a eu des débats qui ont été organisés et les militants, les cadres, les partisans ont donné leur point de vue. Et la somme des différentes positions qui ont été apportées ou adoptées ici et là, ça a donné lieu, bien entendu, à une position du bureau politique, position qui a été entérinée par le comité central. Et donc à partir de ce moment-là, si au sein du parti, il y a eu des débats et qu'il y ait des camarades qui avaient des points de vue divergents, bien, nous estimons que ça fait partie du débat interne et qu'au stade actuel, nous devons beaucoup plus travailler à consolider la position qui est désormais la position officielle de notre formation politique et quitte à faire que nous puissions rallier le maximum des forces politiques derrière la vision qui est la nôtre, derrière le souhait qui est le nôtre. Il y a une opinion qui, au-delà de ce débat sur le changement de la Constitution, a pu révéler quelque chose, c'est que le débat a permis à cette opinion-là de constater qu'il y a une crise de leader. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas un leader dans lequel s'identifier. Quand vous posez la question aux jeunes de proposer soit un candidat pour 2016, il est difficile de trouver une réponse. Est-ce que vous avez fait ce même constat, qu'il y a aujourd'hui une crise de leader? Est-ce que vous avez déjà, vous, dans votre association, le nom du candidat, certainement des jeunes de la FMC pour 2016? La question du candidat ou pas de 2016, je pense que ce n'est pas une question qui devait être à l'ordre du jour actuellement parce que nous connaissons les mécanismes de choix des candidats au sein du Parti congolais du travail. Ce n'est pas un bon matin quelqu'un qui se réveille et qui décide d'être candidat. Il manifeste le souhait. Au sein de la force montante, il manifeste le souhait. Comme ça, il manifeste le souhait. Et lorsqu'il a manifesté le souhait, ben, c'est au comité d'investiture de pouvoir se déterminer sur le candidat qui va porter les couleurs du parti à une échéance électorale. Bon, au niveau de la force montante congolaise, vous savez, nous serons bien tentés de le dire, mais vous êtes fort bien conscient que par rapport à la législation qui est la nôtre aujourd'hui, il n'est pas évident qu'un jeune de moins de 35 ans puisse aspirer, briguer la magistrature suprême. Donc à partir de ce moment-là, nous disons simplement que crise de leader, s'il y a, certainement que c'est un constat que vous avez fait en tant que journaliste, en tant que critique. C'est de votre droit le plus absolu, mais nous disons qu'à notre niveau, nous avons une vision politique, nous avons au niveau de notre parti, à la fois un président du comité central et une direction politique qui gère le parti du jour le jour. Et donc nous disons qu'à partir de ce moment-là, à notre niveau, nous n'avons pas ces problèmes. Nous sommes une structure organisée avec des dirigeants à la tête. Et donc nous allons continuer à travailler et attendre que demain, qu'on soit à l'étape du choix des candidats et que le comité d'investiture puisse faire son travail. Crise de leader, il y a également crise de confiance entre les jeunes, c'est-à-dire la base et le sommet, les jeunes et ceux qui gèrent le pays. Ce qui fait certainement qu'on constate ces derniers temps, nous l'avons dit à l'introduction de cette émission, qu'on constate la montée des antivaleurs. Nous voyons depuis un certain temps très actifs sur le terrain à interpeller la conscience des jeunes, surtout au lendemain de la défaite des Diables Rouges face à la RDC. Est-ce que vous avez d'abord cherché à comprendre les causes de ces manifestations? Il faut le rappeler que les jeunes, certains jeunes, pas tout le monde, avaient cassé, pillé. La police a arrêté 70 personnes, parmi lesquelles la majorité jeunes. Alors, la FMC, à travers donc, son président, son premier secrétaire, est sur le terrain depuis un certain temps. Alors, dites-nous, avez-vous compris réellement les causes de ce qui s'est passé? Parce que la première question que l'on pose dans la rue, c'est celle-là. Vous savez, un phénomène comme celui que nous avons constaté au cours de la Coupe d'Afrique. Ça vous préoccupe quand même? De football. C'est d'abord un phénomène qui interpelle plus d'un. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait dire, surtout lorsque nous sommes devant les médias, tels que nous avons l'occasion ce soir, ce n'est pas forcément rechercher d'abord les causes, parce que les causes, nous devons les rechercher. Mais ce qu'il faudrait faire en premier, c'est d'abord condamner ce type d'actes. Parce que ce ne sont pas des actes qui
aujourd'hui sont de nature à honorer notre pays d'abord, mais surtout à donner du crédit à la jeunesse que nous constituons aujourd'hui, que nous représentons d'ailleurs. Il y a eu des choses, nous disons que même si nous avons des revendications qui sont les nôtres, parce que nos problèmes à nous, nous les connaissons, et nous disons que même les pouvoirs publics reconnaissent quand même qu'aujourd'hui, les politiques qui ont jusqu'ici été menées dans le cadre de la prise en charge des jeunes n'ont pas apporté les fruits escomptés. Ça, c'est une réalité qui est reconnue même par le gouvernement, parce que tout ceci intègre le social. Et vous vous souviendrez de ce que, lors de son dernier discours sur l'état de la nation, le président de la République disait que le social, toujours et encore le social, bien que les choses aient été faites, mais beaucoup reste encore à faire. Ça veut dire que même les pouvoirs publics ne méconnaissent pas le fait qu'aujourd'hui, il y a certaines faiblesses dans les politiques qui ont été mises en œuvre jusqu'aujourd'hui. Mais alors, est-ce que pour autant cela justifie les actes qui ont été posés? Je pense que non. Et comment pensez-vous que bon, je vais vous dire, vous devrez réclamer je vais vous dire pourquoi je pense que c'est la mauvaise façon d'ailleurs d'exprimer cela. Nous décrions le chômage. Nous décrions le chômage. Mais aujourd'hui, de par notre faute, il y a des jeunes Congolais qui se retrouvent au chômage. Parce que si vous prenez ceux qui étaient à Asia, aujourd'hui, ils sont chômeurs. Parce que la boutique a été pillée, cassée, etc. et tout, ils n'ont plus d'emploi. Toute l'activité économique qui pouvait se développer autour de ce supermarché, peut-être ceux qui pouvaient acheter et revendre dans les alentours pour éviter que celui qui n'a pas besoin de venir jusqu'à Asia ne vienne encore, tout cela aussi, voyez-vous que c'est toute une activité. Vous ne pensez pas que si on avait donné de l'emploi à ceux qui ont cassé, on ne devrait pas arriver à ce niveau, non? Non. Il fallait d'abord, vous ne voyez pas ça dans ce sens-là? Non, Monsieur Ngolali. Monsieur Ngolali, on ne devait pas aborder la question sous cet angle. On ne devait pas aborder la question sous cet angle. Aujourd'hui, les problèmes, nous avons dit qu'ils existent. Mais il y a bien de façons de pouvoir exprimer cela. On doit apprendre à s'organiser. On doit apprendre à pouvoir défendre nos points de vue, à pouvoir exprimer nos besoins de par la parole. Parce que, vous savez, le mal, lui, en tant que tel, ne se racine que dans la violence. Et je viens de vous citer là un petit exemple. Et je ne pense pas que ces personnes qui ont subi ces pillages sont heureuses aujourd'hui. Je ne pense pas. Maintenant, que faites-vous en ce moment, puisqu'on vous voit sur le terrain, avec un mouvement que vous avez créé, Ponaï Kolo, un mouvement très critiqué par certains jeunes qui pensent que c'est une forme de milice, ou encore vous avez pris la place du ministère de l'Intérieur qui devrait sécuriser et les quartiers, et les jeunes, et les populations. Et pourquoi vous êtes au devant de la scène pour la sécurisation, par la vigilance? Vigilance par rapport à qui et pourquoi? Bon, avant que nous puissions arriver au lancement de l'initiative Ponaï Kolo, nous avons d'abord été sur le terrain. Oui, à Talanga. Nous avons été sur le terrain, sur la place de Brazzaville, pour sensibiliser, pour communiquer. Monsieur Ngolali, nuit et jour, nous travaillons. Nous réfléchissons pour faire en sorte que les jeunes que nous sommes, que nous soyons pris en charge, que nous soyons pris en compte à tout point de vue, que ce soit au niveau de la formation, au niveau de l'accès aux soins, au niveau de l'accès au logement. Je dirais que nous soyons pris en charge de façon tout azimut, de façon générale. Mais nous ne pouvons pas, aujourd'hui, encourager quand même que nous, les jeunes, nous soyons ceux-là qui vont plonger le pays dans le malheur, dans les souffrances ou encore dans la tristesse. Non, mais les jeunes là, si nous les comprenons, ils ne sont pas contre le pays, mais contre les gestionnaires actuels. Pour ces jeunes, rien ne se fait en leur faveur pour leur permettre de se développer. Est-ce qu'au niveau de la FMC, on ne peut pas appuyer ces jeunes-là pour interpeller les décideurs? Nous ne condamnons pas. Il faut qu'on fasse la différence. Nous ne condamnons pas les jeunes. Nous condamnons les actes. Les actes qui viennent de ces jeunes. C'est-à-dire que nous condamnons les actes. Nous ne disons pas que les jeunes ne devraient pas aujourd'hui dire ce qu'ils pensent. À travers les casses, à travers les pillages. Mais la façon, je pense que ce n'est pas
Mais, La quelle meilleure mais, des mais, façons. mais quelle- quelle est la manière en fait d'exprimer puisque... Aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes. Je vais vous prendre un exemple à l'université. Par exemple, il y a tout le temps des revendications sur les conditions d'études, parfois sur la bourse, sur beaucoup de choses, parce qu'on a instauré un système qui ne favorise pas trop les étudiants. Les gens manifestent, les gens revendiquent. Mais vous voyez que ça se passe dans un cadre totalement organisé. Les structures syndicales. Mais ces jeunes-là ne sont pas organisés, ils ne Donc, sont pas dans un mouvement. à partir de ce moment, c'est des jeunes sans emploi, des jeunes qui ne vont pas à l'école. À partir de ce moment-là, lorsque nous descendons sur le terrain, notre message, c'est lequel? C'est de dire que nous devons tous nous organiser. Être un seul jeune, en fait. Nous devons tous nous organiser parce que ces problèmes, ils nous concernent tous. Et que nous devons choisir la bonne méthode qui est celle du dialogue, qui est celle de la concertation avec les décideurs, avec les pouvoirs publics, pour pouvoir faire passer. Juste Bernadette Gavé, la situation dure. Dialoguer avec qui? Puisqu'en face, il n'y a pas quelqu'un qui écoute ces jeunes. Aujourd'hui, nous avons le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui est notre principal interlocuteur auprès du gouvernement. Alors, est-ce que nous faisons également cet effort d'aller pour pouvoir dire ce que nous pensons? C'est aussi ça. Il faudrait que nous ayons ce sursaut d'orgueil, de dire que ce qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, ça constitue nos acquis. Et si nous avons demain à construire, mais nous devons construire sur les acquis et non sur le désert. Et non sur les ruines. Et donc à partir de ce moment-là, nous disons qu'il y a les méthodes. De la même façon qu'aujourd'hui nous pouvons dire que parfois c'est un peu désolant que ceux qui gèrent ces questions-là ne puissent pas avoir un certain regard, sinon une attention particulière à l'endroit d'eux, mais nous disons que nous ne devons pas céder à la tentation pour tout de suite nous jeter dans la rue quand il s'agit pour nous de pouvoir exprimer notre point de vue, manifester notre mécontentement. Est-ce que l'attitude de ces jeunes n'a pas fait peur à la famille politique de la majorité présidentielle, à vous, la FMC, de sorte que si nous laissons ces jeunes évoluer, ils vont certainement arriver avec ce débat sur la Constitution, nous faire partir comme on a vu au Burkina Faso, un peu partout dans le monde arabe avec le printemps arabe. Est-ce que ce n'est pas pour cela que vous vous êtes constitué pour aller essayer de maîtriser ces jeunes? Ce n'est pas cette peur-là? Vous ne craignez pas un jour que cela arrive? Monsieur Ngolali, vous savez, moi je suis l'un des fervents défenseurs de la jeunesse congolaise. Et je dis toujours que la jeunesse congolaise est une jeunesse totalement responsable, très responsable. Et nous avons vu qu'à plusieurs épisodes de l'histoire de notre pays, cette jeunesse a su tirer son épingle du jeu. Ce que nous vivons aujourd'hui, je peux vous dire que ça me rappelle un petit peu la psychose qui a gagné, n'est-ce pas, cette ville capitale à la veille des élections présidentielles de 2009. En 2009, oui. Il y a eu beaucoup de familles. On parlait d'une éventuelle guerre à l'époque. Exactement. Mais vous avez vu quelle a été l'attitude de la jeunesse congolaise? C'est une jeunesse qui a dit « Nous avons trop souffert dans ce pays, nous avons trop subi et nous disons non. Nous disons niet ». Il y a eu des acteurs politiques qui ont tenté d'organiser des marches, mais nous avons vu que c'est des marches qui n'ont pas mobilisé même pas 1000 personnes. C'était une centaine de personnes, peut-être, quelques partisans qui ont été mobilisés, mais c'est des marches qui n'ont pas mobilisé parce que la jeunesse congolaise avait dit non. Oui, parce que vous insistez là-dessus. Le samedi dernier, vous avez réuni les présidents, les responsables de tous les comités FMC du département dans la ville. Le mot d'ordre, on se rappelle bien, ne vous laissez pas intimider, continuez le combat politique, n'ayez pas peur. C'est parce que nous estimons que nous sommes dans une démocratie qui vit, qui fonctionne. Qui vous intimide? L'adversaire politique? Non, quand je dis ne cédez pas aux intimidations, parce qu'aujourd'hui nous avons sur la place politique un certain nombre d'acteurs qui brillent par la démocratie de l'invective, qui brillent par les menaces et les violences, qui créent la psychose. Et nous disons aux dirigeants de nos structures, au niveau des comités ou encore de la fédération, qu'ils ne devaient pas céder à ces chantages, ils ne devaient pas céder à ces intimidations. Parce que nous sommes en démocratie. Et la démocratie, c'est la tolérance. Si eux, ils ont une position, nous avons la nôtre.
Si eux, ils défendent une opinion, nous défendons la nôtre. Que le débat reste démocratique et le politique. Le débat doit rester démocratique, sain. Et nous avons également dit à nos comités que lorsque nous sommes dans une démocratie, toutes les questions qui concernent la vie de la société, la vie de l'État, sont des questions qui sont sujets à débat. Et donc, on ne peut pas interdire qui que ce soit de penser et de dire non. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque nous disons que ne vous laissez pas intimider, parce qu'effectivement, il y a de ceux, à court d'arguments, ils procèdent à des intimidations pour dire si vous faites ça, on verra et tout. Et donc, nous disons ne cédons pas à ça. Nous devons continuer à faire notre travail dans la sérénité, continuer à jouer notre rôle d'encadrement et d'orientation de la jeunesse. Nous devons continuer à jouer notre rôle de promotion des valeurs républicaines en milieu juvénile. Et ça, c'est le travail pour lequel nous avons été portés, chacun en ce qui le concerne, à différents échelons des responsabilités. Nous avons été portés à la tête des structures de l'organisation. Et nous devons faire ce travail en toute sérénité, sans pour autant céder à ce qu'on peut voir sur le terrain. Voilà. Avant de venir à cette émission, un jeune m'a rencontré dans la rue, il m'a demandé de vous poser la question. Oui. C'est pour la première fois que je rapporte la question d'un téléspectateur qui dit, mais poser la question au premier secrétaire, est-ce que les jeunes doivent continuer à être utilisés par des hommes politiques, manipulés, être des boucs émissaires? Est-ce que vous pensez à interpeller, comme dans votre famille politique et à l'opposition, ceux qui le font, puisque dernièrement le PCT a organisé un meeting à Talangaï pour indexer les hommes politiques qui auraient récupéré la victoire des Diables Rouges et la défaite des Diables Rouges. Nous disons ici que nous sommes contre cette vision, cette façon de faire. Et chaque fois que nous avons l'occasion, nous disons que il faut craindre les hommes politiques qui profitent de la précarité des jeunes pour pouvoir se construire une image. Une image, ça se construit sur la base d'un projet concret. Une image, ça se construit sur la base de l'assurance qu'on peut donner par rapport à l'avenir, par rapport à ce qu'on a comme idée, par rapport à ce qu'on vend comme projet. Mais une légitimité, une personnalité politique ou publique ne se construit pas sur la misère des autres. Ça, c'est la mauvaise façon de faire la politique et ce sont ces pratiques que nous devons condamner aujourd'hui dans le débat politique. Nous devons condamner ce type de pratiques. Il faudrait qu'on arrive à faire la politique en ayant des idées à vendre, en ayant des projets à présenter, mais non pas à pouvoir dire, voyez, voilà, comme on voit souvent, on utilise un peu cette précarité des jeunes pour les inciter à poser un certain nombre des actes, pour les radicaliser et les rendre rebelles face à l'État. Je pense qu'un homme politique, il aspire à diriger, mais il dirige avec les institutions. Et donc, lorsque on commence à emmener les jeunes vers le dénigrement des institutions, je pense qu'on ne fait plus de la politique, mais on est en train là de faire, je dirais, une guerre contre une certaine personne, contre un certain individu. Voilà, et donc, par rapport à ça, oui, nous disons que ce ne sont pas les bonnes méthodes. Et d'ailleurs, pour nous, nous dénonçons tout le temps, nous nous condamnons, et nous ne sommes pas partisans de cette politique d'infantilisation des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes Congolais sont suffisamment responsables, et nous le voyons. Aujourd'hui, rien ne manque aux jeunes Congolais pour pouvoir faire ce que les autres font à travers le monde. Et donc, on doit éviter de prendre ces jeunes toujours comme étant des enfants à qui on doit tout dire, pour qui on doit se faire passer pour le sauveur, alors qu'en réalité, on veut simplement s'en servir pour pouvoir atteindre nos fins. Voilà, on va boucler notre émission par cette question-là. Est-ce qu'il faut régler les problèmes au niveau de l'Afrique et du Congo par la violence? Piscose, vous avez parlé de la piscose, c'est vrai qu'il y a la piscose dans la ville, même dans tous les pays, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'en 2016, il y aura forcément la guerre, parce que les hommes politiques ne s'entendent pas. Bon, d'autres essaient de comprendre que rien n'arrivera, le débat est politique. Est-ce qu'il faut vraiment régler les problèmes toujours par la force? Je pense que l'expérience a démontré que même lorsqu'il y a le fracas des armes, les gens reviennent toujours à la table de négociation. Je pense que cette expérience illustre à suffisance qu'on ne peut pas régler les problèmes
par les armes et par la violence. Lorsque deux personnes se battent, s'ils n'arrivent pas à s'accorder, voyez-vous qu'il y a toujours une troisième personne qui arrive pour pouvoir concilier et ramener les gens à l'apaisement. Quand il y a un conflit armé, les gens peuvent se battre pendant 10, 15, 20 ans, mais à la fin, on cherche toujours à avoir un accord de cessez-le-feu, donc on revient à la table des négociations. Alors, je pense que si aujourd'hui nous avons ce constat sur le terrain, on ne devrait pas prôner la violence. On ne devait pas prôner la violence, même sur un débat comme étant le débat sur le changement de la Constitution. Parce que vous savez, et je vais terminer par là, monsieur Ngolali, aujourd'hui on peut dire que, et de mémoire, vous allez peut-être me contredire parce que vous les journalistes, vous êtes suffisamment informés par rapport à nous, mais en ce que je sache, jusqu'à ce jour, aucune constitution n'a survécu à une révolution, une révolte, un mouvement d'insurrection et de désobéissance, etc. Aucun texte constitutionnel n'a survécu à ça. Mais le mouvement de révolution, le mouvement de contestation et autres a toujours emporté avec lui des vies humaines, a toujours entraîné des pertes, sinon des dégâts en termes matériels. Alors, si déjà nous avons compris tout ça, nous pouvons dire que, en toute chose, le plus important, c'est d'aller vers le dialogue. S'il faut aller revoir l'avenir institutionnel de l'État, il faut aller vers le dialogue parce que même si nous disons que nous ne voulons pas de cette démarche, demain, parce qu'on aurait organisé un soulèvement, etc., nous allons toujours mettre de côté ce texte. Mais entre-temps, nous aurons des corps à enterrer et peut-être des immeubles à reconstruire. Voilà, l'entretien prend fin, certainement le dialogue avec des jeunes cette fois-ci. Bon suite de programme, on se retrouve la semaine prochaine.